Henri Borland, qu'est-ce qui s'est passé? Là, on ne connaît pas l'histoire. On a entendu parler d'un convoi qui avait le numéro 8. C'était en juillet 1942 à Angers. Qu'est-ce qui s'est passé autour de ce convoi? C'est quoi l'histoire de ce convoi numéro 8 en 1942 à Angers? Alors, si moi je suis à même d'en parler, c'est parce que pendant la guerre, on était réfugiés dans le Maine-et-Loire. On est une famille de Parisiens, réfugiés dans le Maine-et-Loire depuis le début de la guerre. On est arrivé à Saint-Lambert-du-Lattay à la fin, le dernier jour du mois d'août. Il y a eu la mobilisation générale le 1er septembre, c'est-à-dire on a passé une nuit, le lendemain matin c'était bon, ensuite le 3 c'était la guerre, et donc on est resté là-bas. Donc moi, parisien, il se trouve que au moment de ces événements, je suis dans le Maine-et-Loire et je vais y vivre jusqu'en 1942 la vie d'un enfant. Je vais être scolarisé, je serai scolarisé dans une école libre, c'est-à-dire une école catho. Je recevrai un enseignement catho. Le prêtre qui nous fait la classe demandera à mes parents que mon frère et moi, mon frère avait 2 ans de moins que moi, nous soyons baptisés. Quand la guerre se déclare, j'ai 12 ans. Donc, 12 ans en 1939. Oui. Vous êtes de 1927. Donc. Exactement. Donc j'ai 12 ans, je vais à l'école comme tous les enfants, sauf que petit Parisien d'origine juive, ne pratiquant pas dans notre famille, on ne pratiquait pas, on n'observait pas les règles, on ne mangeait pas cachère, on vivait comme des petits Français. Quand vous dites d'origine juive, c'est que vous n'êtes pas juif? Vous faites une nuance? Je vous demanderai de préciser la question. Est-ce que vous utilisez le langage avec le sens qu'on lui donnait pendant la guerre en France, c'est-à-dire sous le régime de Vichy, ou est-ce que vous posez la question autrement? Non, autrement dit, est-ce que vous d'origine juive? Est-ce que vous me demandez si je suis de race juive, auquel cas vous utilisez la terminologie, ou est-ce que vous me demandez si je pratique la religion et si je suis croyant? Parce qu'il y a des gens qui disent je suis d'origine, ma famille était catholique et tout, mais moi je ne le suis pas forcément. Donc voilà. Pourquoi vous faites le distinguo entre juif et d'origine juive? Parce que sous le régime nazi, on n'a pas fait la guerre à la religion, on a fait la guerre à ceux qui étaient de race. Le gouvernement du maréchal Pétain a fait de même. Pour eux, il existait des races, et en particulier la race juive, et ils s'en sont pris à la race. Ce qui fait que, contrairement à ce qui a pu se passer pendant l'Inquisition dans les années 1492 en Espagne, on ne pouvait pas sauver sa vie en se convertissant. Parce que ce n'était pas à la religion qu'ils s'en prenaient. Il y a des prêtres catholiques qui ont été déportés parce que d'origine juive, des pasteurs protestants pareil. Donc on ne pouvait pas sauver sa vie et la preuve en est que moi qui étais un petit chrétien, un petit catho, qui avait été baptisé, j'ai fait ma communion solennelle, ma confirmation, j'avais mes petites médailles, du coup j'étais pieux, je voulais devenir prêtre quand j'étais gamin parce que celui que j'admirais le plus c'était le prêtre qui nous faisait la classe. Et donc, mais ça, pour le gouvernement de la France à cette époque, du maréchal Pétain, qui collaborait avec les nazis et qui avait adopté leur doctrine, j'étais juif. Si vous me demandez aujourd'hui, je vous demande de préciser, parce que c'est important, si vous m'aviez posé la question dans d'autres termes, est-ce que vous pratiquez la religion juive, je vous aurais répondu non. Si vous m'aviez demandé est-ce que je crois aux races, je vous aurais répondu en tant que médecin, je sais que je peux recevoir le sang d'un noir ou d'un asiatique et lui donner un de mes organes et le terme de race n'a plus le sens qu'on lui donnait autrefois, puisque maintenant la science nous a permis de dire qu'il y a la race humaine et que ça se borne à ça. Donc, voyez-vous, le mot, il faut
Oui, Il c'est faut, pour ça, non, mais c'est ça, comme vous aviez, vous, fait le distinguo entre juif et d'origine juive, c'est pour ça que je voulais que voilà. vous Donc, éclaircissiez votre propos. comment répondre quand on me pose la question? Voilà. Alors, bien sûr, je suis le descendant de gens qui pratiquaient la religion. Je le sais, je l'ai toujours su. J'ai connu mes grands-parents maternels, ce sont les seuls que j'ai connus, les autres étaient restés en Russie. Et après la guerre, toute la famille qui était restée en Russie a disparu. Donc j'ai connu mes grands-parents maternels. Ma mère est venue en France, mon père d'ailleurs est venu à la même époque, en 1912, avant la Première Guerre mondiale. Et elle avait 12 ans, donc j'ai connu mes grands-parents jusqu'à la guerre, jusqu'à la déportation. Et je sais que mon grand-père était un homme pieux, il portait la barbe, il mangeait cachère, il allait à la synagogue, il priait comme prient les juifs religieux. Donc je le savais. Mais pour nous, enfants, les juifs, être juif, c'était comme être nos grands-parents, c'est-à-dire un peu des émigrés, des étrangers. C'était des étrangers. D'ailleurs, ils parlaient des langues étrangères. On était, nous, des petits Parisiens. On était des enfants d'émigrés, comme les autres enfants d'émigrés, vous avez raison. Donc voilà, on les rangeait dans la même catégorie. Et puis nous, on n'était pas concernés, puisque mes parents ne nous ont pas imposé de suivre les rites, etc. Bon. Alors qu'est-ce qui se passe? 1942, vous êtes à Saint-Lambert-du-Lattay, vous êtes un jeune écolier. Alors, en 1942, moi je suis sorti de l'école à 14 ans. À 13 ans, j'ai passé mon certificat d'études. Je l'ai obtenu, j'étais un bon élève. J'étais comme mon frère Roger qui avait 2 ans de moins que moi. On était des premiers de la classe. On était des premiers en instruction religieuse. C'était noté coefficient double. Bref, et nous, on découvrait. Donc, on avait une appétence voilà, c'était nouveau pour nous. Et puis, ça a quand même influencé ma vie, puisque je suis devenu vraiment croyant. Alors que la place était à prendre, puisque je n'avais pas été élevé dans la religion juive. Et voilà que, alors, je reste encore un an après le certificat d'études, je passe le certificat d'études supérieures libres. Et je vous dis tout ça parce que c'est seulement à 14 ans que j'ai quitté l'école. Et à 14 ans, on m'a trouvé un emploi dans le garage du village comme apprenti. Et lorsque, au mois de juillet, le 15 juillet 1942 arrive, voilà, mon état à moi, c'est un gamin catholique, pratiquant, qui va à la messe, qui se confesse et qui vit selon les préceptes de la religion, faire le bien, pas faire le mal, etc. Aller se confesser quand on a le sentiment d'avoir commis des péchés, etc. Et voilà que le 15 juillet 1942, il y a un camion avec des soldats allemands. Je précise parce que à Paris, ça a été la police française, dans le reste de la France, ça a été la gendarmerie. Mais pour nous, premier caractère spécifique de ce convoi numéro 8, qui sera le 8e à partir de France vers les camps d'extermination. Donc, ce sont des soldats allemands qui ont une plaque métallique qui pend au cou, sur laquelle il y a marqué Feldgendarme, ou Feldgendarmerie, enfin, voilà. Donc là, c'est la police militaire allemande, c'est eux qui procèdent aux arrestations. Ils montent au premier étage dans l'appartement qu'on occupe, dans ce village de Saint-Lambert-du-Lattay, qui est à 25 km d'Angers. Ils ont une liste, ils sont plusieurs. Je ne saurais pas dire s'ils étaient 3 ou 4. Il doit y avoir parmi eux quelqu'un qui parle un peu le français. Et ils ont une liste avec les noms de ceux qui ont entre 15 et 50 ans. Je tiens à dire qu'au moment où les choses se produisent, on n'a aucune idée, en tout cas nous les enfants, de lois anti-juives, d'arrestations, de rafles. On est à la veille de la rafle du Veldiv. Donc est-ce que dans le reste de la France, ça s'est su dès le lendemain? Je n'en sais rien, j'en doute. Hein. Il n'y avait pas les nouvelles, on n'était pas dans un pays libre.
Donc, est-ce que les nouvelles se sont propagées? En tout cas, nous, on ne savait rien. On ne se savait pas en danger. Je ne savais pas, nous les enfants, on ne savait pas que mon père, lorsque la loi l'a exigé des Juifs d'aller se déclarer, que mon père avait été à la préfecture d'Angers nous déclarer. Donc dans les dossiers d'administration française, il y avait nos noms, nos dates de naissance, notre adresse. Et voilà, donc eux, ils disent on arrête ceux qui ont entre 15 et 50 ans. Moi, j'avais eu 15 ans, je suis du 5 juin, on était le 15 juillet, un mois et 10 jours avant, j'avais eu 15 ans, j'étais sur la liste. Mon frère Bernard, qui lui avait 17 ans et qui travaillait dans une ferme, on l'a envoyé chercher. Il est arrivé d'ailleurs avec ses sabots en juin, il a été déporté avec ça au pied. Donc il avait 17 ans. Ma sœur Denise, 21 ans. Mon frère aîné n'était pas avec nous parce que lui, il était né en 17. En 37, il avait été mobilisé et il n'avait pas été libéré en 39, comme les gens de sa classe. Et il avait été au front quand la guerre s'est déclarée. Il avait été fait prisonnier en mai 40 en Belgique. Et il avait passé un an dans un camp de prisonniers. Et on l'avait libéré en 41 comme aîné de famille nombreuse. Et lui, sitôt libéré, il était passé dans la clandestinité. Au lieu d'aller tous les 15 jours signer à la commandanture ou à la gendarmerie, il était passé dans la clandestinité, dans la résistance. Donc lui, il échappait à la rafle. Les Allemands, sur leur liste, savaient qu'il n'était pas chez nous. Quand mon père a déclaré la famille, mon frère n'était pas sur la liste, il était prisonnier à ce moment-là. Bref, voilà donc. Et il y avait ma mère qui est née en 1900, avait 42 ans. Pas mon père, lui, il avait 54 ans, il n'était pas sur la liste. Donc, il faut faire vite. On ne nous dit pas pourquoi on nous arrête, on ne nous dit pas pour combien de temps, on ne nous dit pas pour quoi faire, on ne nous dit pas où on va, on ne sait rien. Ils ne sont pas bavards, ils ne sont pas aimables, ils sont pressés parce qu'ils ont d'autres familles à rafler. Et voilà, donc je crois qu'il y avait une liste aussi avec les affaires qu'on devait prendre avec nous, du linge, des vêtements, enfin des aliments pour quelques jours. Et puis on nous embarque. Donc mon père reste avec les 5 petits. Les 5 petits, l'aîné des 5, c'est mon frère Roger qui a 13 ans. Et la plus jeune, qui est née le 1er septembre 1939 à Saint-Lambert, puisque la nuit de notre arrivée à Saint-Lambert, ma mère a accouché la plus jeune de mes sœurs. Elle n'a pas encore 3 ans. Et voilà. Alors, comment ça se passe pour moi? Pour moi, il y a une chose qui va. D'abord, on croit qu'on nous arrête pour aller travailler. On le croit parce que c'était le grand sujet de conversation, de préoccupation. Il y avait les Allemands, évidemment, les hommes étaient tous au front et ils avaient besoin de main-d'œuvre. Et donc, il y avait une grosse pression, une propagande qui est faite pour que les Français aillent volontairement travailler en Allemagne. Et puis, ça n'a pas suffi et il y a eu le STO, c'est-à-dire le service du travail obligatoire. Et là, ça a posé problème. Il y a ceux qui ont subi et puis il y a ceux qui ont résisté, qui sont partis de chez eux se cacher dans les maquis, par exemple. Donc, ça nous paraissait évident que puisqu'on arrêtait des innocents qui avaient entre 15 et 50 ans, donc on se disait, ils veulent des gens valides, voilà, on nous embarque pour nous envoyer travailler. Et puis il y a eu une rumeur, je vous le dis dès maintenant, qui a circulé, je ne sais pas à quel moment, peut-être quand on était emprisonné pendant quelques jours. La rumeur c'était, il paraît qu'on part en Ukraine pour faire les moissons. Donc moi, comment je vis ça? Je vis ça, on arrête ma mère. Pour moi, tout le reste, c'était pas une préoccupation. On était tous aptes à travailler, mais moi j'adorais ma mère. Ma mère, c'était une femme qui avait passé sa vie à être enceinte et à laisser, qui avait pris au fil des années, comme c'est souvent dans les milieux populaires, les femmes qui ont une dizaine d'enfants, elles ont pris des kilos. En plus, quand on se promenait, quand on marchait avec ma mère, tous les 100 mètres, elle devait s'arrêter pour retrouver son souffle. Je ne savais pas de quoi elle souffrait, mais je voyais bien qu'elle avait en tout cas des signes d'insuffisance respiratoire. J'ai su après qu'elle avait de l'asthme, de l'emphysème, une dilatation des bronches, une bronchite chronique. Donc elle avait un handicap de santé. Donc
déjà, ma mère, c'était une sainte, elle aidait son mari dans le travail, elle n'avait qu'un souci, c'était de contribuer au bonheur de chacun. C'est quoi votre père? Pardon? Quel travail faisait Il était tailleur à domicile. Donc, on venait d'un petit milieu populaire, le milieu qu'aujourd'hui les familles d'immigration, dont les parents viennent d'arriver en France, et en France, ils ont beaucoup d'enfants. C'est là où on a grandi à Paris, dans une cité ouvrière qu'on appelait les HBM, Habitations à Bon Marché, où il n'y avait que beaucoup de familles d'émigrés, pas seulement d'ailleurs, mais avec 10, 12, 13, 14 enfants. Bon. Donc des gens sans argent, en tout cas pour ma famille, mais avec beaucoup d'amour. On était heureux, on était en France. Humble, honnête et heureux. Humble, j'aurais pas utilisé le mot, mais pourquoi pas, oui. Mais honnête et heureux, oui, honnête et l'honnêteté. L'honnêteté, c'était très important. Mon père n'aurait pas supporté qu'on ne se conduise pas honnêtement. On avait la chance, l'honneur d'être des Français, parce qu'ils avaient demandé leur naturalisation, et ils l'avaient obtenue un mois avant ma naissance. Et je n'évoque jamais ça sans dire que je dis avec fierté, je suis né français de parents français. Parce que pour eux, les malheureux, c'était ceux qui étaient restés là-bas. Et ils étaient tellement désireux de s'assimiler qu'ils ont donné des prénoms français à tous leurs enfants. Et j'ai une de mes sœurs qui ont prénommé France, s'appelle France Borland. C'est vous dire qu'il y avait ce climat à la maison. Et voilà, c'est dans cette famille où on arrête la maman qui... Donc ça, c'est votre première inquiétude pour votre mère. C'est votre seul souci. Moi, je suis catastrophé. C'est la fin du monde. On arrête ma mère. Moi, j'étais toujours proche d'elle, dans ses jupes. Je fuyais la violence. J'ai toujours de bonnes notes en conduite. Je me bagarrais jamais. C'était pas mon truc. Dès qu'il y avait des bagarres, moi, j'étais craintif pour mes copains d'école. Ils plaisantaient en me disant que j'étais un trouillard. Mon frère qui avait 2 ans de plus que moi, Bernard, c'était tout le contraire. Lui, c'était la force physique. Bon, c'était pas mon cas. J'étais un gentil garçon. Je vous montrerai la photo. J'ai pas l'air d'un voyou. Et voilà qu'on arrête ma mère. Donc, déjà rien que pour la faire monter dans le camion, c'était un problème. Et puis on était obsédés. Je pense que mon père, mon frère, ma sœur, on avait le même souci. On s'en prend, maman. On nous amène. Alors, sur le voyage, dans le camion, il s'arrête pour rafler d'autres familles. On nous amène au grand séminaire d'Angers où on sera emprisonné. Ça a été réquisitionné par les Allemands, je suppose, hein, puisque c'est eux qui étaient là, qui nous ont accueillis, qui nous ont enfermés dans les chambres des séminaristes. Peut-être parce que les séminaristes étaient en vacances, on était le 15 juillet. On nous sépare tout de suite des femmes. Ça, c'est encore une des spécificités du 8e convoi. C'est arrêté par des Allemands, les hommes séparés des femmes. On va rester 5 jours enfermés au grand séminaire. Le 2e jour, les Allemands, mon père nous rejoint et il nous dit, les Allemands ont ramené maman à la maison, ils m'ont pris à la place. Ça nous conforte encore dans l'idée que c'est pour aller travailler, parce qu'ils ont dû constater que ma mère, elle était inapte au travail. On n'aura jamais d'explication, on ne saura jamais pourquoi. Il y a une chose que je peux vous certifier, c'est qu'à aucun moment, on a pu penser ou imaginer qu'on nous arrêtait pour nous exterminer. Et si on nous l'avait dit, bien sûr qu'on ne l'aurait pas cru. Parce que c'était impensable. Et donc on restera 5 jours, donc, avec mon père et mon frère. Ma sœur, je ne la reverrai plus. Et puis le 20 juillet 1942, c'est-à-dire 5 jours plus tard, on nous amène à la gare Saint-Lô, sur un quai un peu à l'écart, probablement pour éviter que les gens voient ce qui se passait.
je n'ai pas de souvenir de tout ça. Je n'ai pas de souvenir du camion qui nous a amenés, de ce qu'est là. Je revois le wagon, parce qu'on va y passer quand même 3 jours et 3 nuits. Les wagons à bestiaux, on nous entasse là-dedans. Là encore, je précise, les hommes séparés des femmes, ce qui ne sera pas le cas des multiples convois qui partiront de France dans la même direction, où les femmes, les enfants, les bébés, les nourrissons, les vieillards, les mourants, ils seront tous entassés dans les mêmes wagons. Nous, on est entassés, effectivement, mais dans ces wagons à bestiaux, il n'y a ni chaise, ni siège, ni fenêtre. Les wagons à bestiaux, comme il y en a encore aujourd'hui. Il y a juste dans le coin une petite lucarne, à peu près grande comme ça, qui est souvent entravée de fils de fer barbelés, qui laisse rentrer un peu de lumière, un peu d'air. Et puis voilà, on est là. On ne nous a donné ni de l'eau, ni de la nourriture. On nous a simplement indiqué que dans le coin, il y a un baquet et c'est là-dedans qu'il faudra faire nos besoins. Les camions ont été fermés, ils ont été plombés. Je dis ils ont été plombés, je ne l'ai pas vu, je l'ai entendu dire par la suite. Mais en fin de compte, je ne devrais même pas le dire puisque j'en sais rien quand je suis dans le wagon. Et puis ça traîne, et on est resté des heures avant que le train démarre. Et donc le voyage durera, comme je vous l'ai dit, 3 jours et 3 nuits. Alors, j'insiste toujours sur les débuts, parce que les souvenirs les plus terribles, c'est au début parce qu'on n'est pas habitué. On était libre, on était dans une famille, on était heureux, joyeux. Inutile de dire qu'à Saint-Lambert-du-Latel, les restrictions alimentaires pendant la guerre, on n'en a pas souffert, il y avait les fermes autour. Et puis on avait nos copains, on a la bicyclette, on se baladait, on allait se baigner, on allait à la pêche. Nous, petits Parisiens, c'était des découvertes, tout ça. Donc. Et là, on est coincé, on peut pas s'allonger. Pour être assis, il faut écarter les genoux parce qu'on est encastrés les uns dans les autres. Et puis tout le monde se dit, quand on va avoir envie de faire nos besoins, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, comment on va faire? C'est pas possible devant tout le monde d'aller faire ses besoins. Déjà, un baquet, c'est pas un siège de toilette. Alors, imaginez pour les femmes. Un homme, il peut faire pipi debout, les femmes. Donc, tout ça, c'est tellement humiliant. Et puis, il faudra se décider à le faire. Alors, on va abriter ceux qui font leurs besoins avec un manteau, une couverture. Et puis, il fait très chaud. On est dans la deuxième quinzaine de juillet. Et puis, il n'y a pas d'air. Et puis, ça va être plein à un moment donné. Puis, ça va déborder à l'intérieur du wagon. Ça, c'est quelque chose. C'est tellement humiliant. C'est tellement... Il n'y a pas de mots pour le dire. Et on est coupable de rien. On n'a rien fait de mal. On n'a menacé personne. On n'a pas d'armes. On avait... Donc, tout ça, c'est... En même temps, c'est incompréhensible. Et c'est d'une telle violence. Et puis on ne sait pas ce qui va se passer. Et puis à un moment donné, je vois qu'il y a des gens qui écrivent précipitamment des petits mots sur du papier, des bouts de papier, puis ils jettent ça par la lucarne. Et moi, j'ai envoyé un mot à ma mère. J'avais un petit carnet de poche comme ça, j'ai détaché une feuille soigneusement, puis je lui ai écrit un mot: maman chérie, il paraît que nous partons en Ukraine pour faire les moissons. Je ne me souviens plus du reste, mais j'ai dû lui dire que je l'aimais et qu'on reviendrait bientôt. J'ai mis une petite pièce de monnaie, j'ai plié le papier autour, j'avais un petit élastique, j'ai mis encore pour maintenir tout ça. La pièce, je me suis dit, ça va lester, le papier ne va pas s'envoler, et puis là, ça servira peut-être à payer le timbre, la pièce de... Enfin bref, j'ai jeté. Alors, ce détail, je vous le dis parce que beaucoup jetteront des messages, qu'il y aura beaucoup de convois, je ne sais pas, autour de 80, je n'ai pas le chiffre exactement en tête, qui partiront de France. Il y aura 76 000 juifs qui vont être déportés de France vers les camps d'extermination. Et il y aura seulement 3% de survivants. Ceci pour vous faire comprendre que sur les papiers qui vont tomber, on peut considérer que pour 97% de ceux qui les ont jetés, c'était le message avant la mort. Et je dois dire qu'à mon tour, j'ai appris d'abord que ma mère avait reçu le mot. Elle l'avait d'ailleurs gardé pendant 3 ans sur elle dans son petit porte-monnaie.
avec un mot dans l'enveloppe du cheminot qu'il avait ramassé. Et je vous montrerai, si vous voulez, la photocopie du message du cheminot, où il écrivait « Madame, votre fils passe ce jour enfin, avec des paroles très, très gentilles, très encouragement, respectueuses, et signé un cheminot. » Donc les témoignages, les mots jetés, dans leur grande majorité, sont arrivés. Ils ont eu à cœur, les cheminots, de les rechercher systématiquement et de les faire parvenir à domicile. Voilà, bon, alors, ça, au fil des jours, c'était de plus en plus pénible, la soif, la faim, mais surtout, on vivait une tragédie, un enfer, on ne comprenait pas, on ne voyait pas comment les choses allaient se passer, et puis enfin, on est arrivé. Et on était tellement soulagés, tellement heureux, parce que travailler à côté de ce qu'on vivait dans ce wagon, on était ankylosé, pouvoir se dégourdir, et puis travailler, pourquoi pas travailler, bon. Et quand on est arrivé, t'es tellement heureux de voir la fin de ce voyage et les portes s'ouvrir, ça a été l'enfer. Ça a été l'enfer parce que on entendait des cris, des bruits, il y avait des chiens hystériques qui aboyaient, ils tapaient sur les portes. Enfin, c'était une mise en scène pour nous terroriser. Les portes s'ouvrent avec fracas. Alors on voit bien sûr les SS en armes qui tiennent des chiens, qu'ils excitent à nous terroriser, à mordre quand ils en attrapent un. Et puis surtout, on voit des gens en tenue de bagnard, ce que nous on appellera les pyjamas rayés. Donc le choc, on vit la terreur, il y a des cris, il y a tout de suite des coups de bâton. Alors, et puis c'est haut les wagons à bestiaux quand il n'y a pas de quai, parce qu'on est au milieu de nulle part, il n'y a pas de quai, il n'y a pas de gare, c'est la fin des rails. On est dans un champ, et voilà, ça s'arrête là, il n'y a rien à quoi se repérer, il avait plu, il y a de la boue, donc les gens qui l'osaient, comme c'est haut, il n'y a pas de marche, ils tombent, ils ont les mains occupées à serrer le bagage qu'ils ont emporté. On a si peu de choses, on ne veut rien perdre, et ils tombent les uns sur les autres, et puis on en voit qui réagissent aux ordres qui sont donnés tout de suite. Donc on leur dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il ne faut rien garder dans les mains. Oui, il faut jeter les bagages par terre. Bon, mais les femmes avec leurs sacs, avec tout ce qu'elles ont de précieux, les papiers, les photos, l'argent, les bijoux, ce que je sais moi. Non, pareil. Et ceux qui se tardent à jeter prennent des coups de bâton. Et puis, il dit aussi, parce qu'il y a de l'agitation, il dit aussi qu'il faut tous aller vers l'avant du train. Et on voit qu'à l'avant, il y a des officiers SS qui sont là. Bien sûr, on saura par la suite qu'il y a toujours un ou plusieurs médecins SS, parmi ceux qui sont là à l'arrivée. Donc les femmes et les hommes doivent être séparés. Chez nous, c'était déjà le cas. Mais pour les autres qui arriveront, ce sera comme ça que ça se passera. Et puis à ce moment-là, il y a la première sélection qui se produit, la sélection à l'arrivée. Pour l'ensemble la majorité des convois qui viendront, où ils sont mélangés tous dans les mêmes wagons, et où on a commencé à arrêter les enfants. Parce que quand nous, on a été arrêtés le 15 juillet 1942, donc dans le Maine-et-Loire et dans toute la région, dans 17 départements, hein, qui longeaient la mer, c'était le même commandement qui siégeait, commandement SS, qui était à Angers, mais il avait pouvoir sur toute cette région. Et c'est dans toute cette région qu'on a raflé les gens. Et donc, on a commencé à arrêter des Français. Nous étions Français. Bon, parce qu'on disait qu'on n'arrête que les Juifs étrangers. Bon, et c'est sur les 830 d'Angers, c'est ça 824. 824, il y avait des Juifs français, des Juifs étrangers, il y avait plusieurs nationalités. Donc nous, on était une famille de Juifs français. Hein. Parmi les Juifs étrangers, il y avait des enfants nés en France quand même. Bon.
Donc, si vous voulez, c'est à ce moment-là que le commandement SS d'Angers a anticipé sur les ordres donnés par les Allemands, et les Français ont anticipé. Laval était pour qu'on déporte les enfants. Et ça s'est joué à ce moment-là, à cette date-là. Les coups de téléphone qui ont été échangés, ça devait être peut-être le lendemain de notre arrestation. Bref, donc dans les convois qui viendront après, il y aura des enfants, comme je vous l'ai dit, etc. Donc, quand les convois arrivent, il y a des camions, il y a une rangée de camions qui attend. Les SS font le tri. Tous les enfants, on les dirige vers les camions. Les femmes qui ont des enfants, qui tiennent des enfants par la main, on les dirige aussi vers les camions. Celles qui ont des enfants dans les bras, pareil, vers les camions. Les personnes âgées, les gens handicapés, inaptes au travail, les boiteux, les malades, enfin les bossus, etc. Et là, vous ne savez pas où vous êtes. Vous êtes à Auschwitz. Ah, on ne sait pas où on est, il n'y a pas de gare, il n'y a pas de choses. Aucune indication. Non, non, rien du tout, rien du tout. On est dans un champ. Il n'y a pas de baraquement. Non, on est loin de tout, on est dans un champ, il n'y a rien, il n'y a pas de repère, il n'y a que les gens qui sont là, et les bagnards et les SS avec leurs chiens. Et donc il y a de l'affolement, tout le monde court, il faut courir à l'avant. Moi je tiens mon père et mon frère, mon frère il avait 17 ans, mais il mesurait 1,84 m, c'était un grand costaud, donc mon père pareil, bon, et on court dans l'affolement, la terreur, avec ses chiens, avec les coups, tout ça, ça nous tombe, et on ne comprend pas ce qui se passe. Et puis, voilà. Alors, tous ceux qu'on a fait monter dans les camions partent avec les femmes, les enfants, les vieux, etc. Et ils vont directement là où il y a les installations de chambres à gaz et de fours crématoires. C'est là où on leur demande de se déshabiller, on leur donne l'ordre de se déshabiller, les hommes, les femmes, les enfants, tous ensemble, tout nus. Je vous laisse imaginer des gens qui, 8 jours avant, étaient des gens libres. Et on n'a pas idée du traumatisme que c'est quand on demande à un individu comme ça de se déshabiller tout nu devant tout le monde. Et devant tout le monde, en plus, il y a hommes et femmes, et enfants, etc. Pour les enfants, de voir leurs parents être obligés de se déshabiller tout nu, moi j'ai vécu ça donc, dans le camp. Je peux vous dire que c'est quelque chose de totalement insupportable, impensable, de voir mon père obligé de se déshabiller devant tout le monde, et moi, enfin bon, bref. Donc eux, c'était pas le plus grave. Le plus grave, c'est qu'après ça, on les a entassés dans des grandes pièces, soi-disant, pour prendre une douche. Ils ont bourré à bloc, ils ont fermé hermétiquement les portes, ils ont balancé par un orifice prévu à cet effet un produit qui était dans des espèces de grosses boîtes de conserve, et c'est le cyclone B qui, en quelques minutes, dégage un gaz mortel, et en quelques minutes, tout le monde est mort. À ce moment-là, il y a un commando, un groupe de déportés dont le travail, ils sont attachés au crématoire, aux chambres à gaz. Leur travail, après qu'on ait évacué, on a mis une ventilation pour évacuer les gaz toxiques. Après, ils rentrent, ils sortent tous les cadavres, ils récupèrent sur la tête des femmes qui ont les cheveux longs, les cheveux, ils récupèrent tout ce qui a de la valeur, les alliances, les bagues, les boucles d'oreilles, les colliers, tout ce qui peut... Ils ouvrent la bouche des adultes pour repérer les dents en or. Il y a ceux qui sont là, les pseudo-dentistes qui arrachent les dents, qui les récupèrent, et tout ça, ça part pour les SS, mais ça dans des caisses, et puis ça part. Et ça se répète à chaque convoi qui arrive. Et des convois, il va en arriver tout le temps, plusieurs par jour à certaines époques. Ce sont des convois de 1000 approximativement. Et il y a une période en mai-juin 1944, quand ce sont les Juifs de Hongrie qui arriveront, il arrivera 8 à 10 convois par jour. Et il en arrivera tellement que, bien qu'au printemps 1943, on ait fini la construction des nouveaux 4 crématoriums modernes, avec tous les moyens pour pouvoir gazer et brûler un maximum de gens jour et nuit.
Ils seront débordés, ils arriveront à gazer, mais ils n'arriveront pas à tuer, tout ça, et donc ils seront obligés de creuser des fosses et de jeter les cadavres dedans. Et bon, je vous passe le pire des horreurs. Parce qu'ils ont balancé des enfants vivants dans. Enfin, bref. Bon, toute cette horreur, le 8e convoi parti de France, c'était au début. C'était quand même particulier aussi. D'abord particulier parce qu'on n'est pas passé par Drancy. La plupart des déportés qui partiront vers les camps d'extermination, vers Auschwitz essentiellement, Auschwitz-Birkenau, ils seront ramassés, amenés à Drancy, et les convois partiront de Drancy. Nous, on a eu la particularité de partir directement d'Angers à Auschwitz. Vous saviez d'où venaient les autres? Parce que quand les convois arrivaient, vous disiez des milliers de personnes par jour, vous saviez d'où les autres arrivaient? Ah bah bien sûr. Oui. Bien sûr, on le savait. Vous avez croisé ceux du Veldiv, vous avez croisé ceux d'autres convois en France? On le savait. Du Veldiv, ça, j'étais pas encore en état de voir, de réfléchir. J'étais complètement terrorisé sur le coup. Je voyais ce qui se passait à 2-3 mètres carrés autour de moi. On vivait dans l'affolement. Mais très vite, on a su, parce qu'on ne nous a rien laissé ignorer. Très vite, dès le premier jour, on a dit, vous êtes là pour être exterminés. D'ici, vous ne sortirez que par la cheminée des fours crématoires. Faites-vous aucune illusion, votre vie ne vaut rien. On était rangés, tout nus, au garde à vous, au début. Après, on nous a distribué les vêtements très vite. Et donc, quand on nous a rassemblés pour faire des exercices, comme au service militaire, garde à vous. Alors, les ordres, c'était évidemment en allemand. Alors, imaginez encore, pour des gens comme moi, et c'était la majorité qui ne comprenait pas l'allemand, c'était « Stillstand », ça veut dire garde à vous. « Metzen, off », il faut mettre le bonnet sur la tête. « Metzen, hop », il faut l'enlever. Bon, et on était là, et ils en chopaient un, soit parce qu'il avait mal fait les mouvements, ou pas assez vite, ou pas en même temps que tout le monde, soit simplement qu'il l'avait pris au hasard, et puis on le massacrait, on le tuait devant nous, et là, on nous disait, votre vie, elle ne vaut plus rien. Ici, c'est fini. Bon. Et c'était des déportés qui nous disaient ça, c'est-à-dire des gens qui avaient le même uniforme rayé sur eux. Sauf que, là, on avait notre numéro de matricule qui était sur un petit bout de coton blanc, précédé d'un signe distinctif. Pour les Juifs, c'était l'étoile de David. Pour les politiques, c'était un triangle rouge avec, pour les Français, un F, pour les Allemands, un Dutch, un D, pour les Polonais, un P, sur le triangle rouge. Il y avait les droits communs, c'était les plus terribles, c'était les Allemands, qu'on avait sortis des prisons allemandes, des criminels, des violeurs, ou je ne sais trop quoi, et ceux-là, ils avaient un triangle vert. Mais c'était quand même des gens, c'était aussi des prisonniers privés de liberté. Mais ils avaient le pouvoir, on leur avait donné le pouvoir, avec évidemment l'ordre de faire le travail. Et quand je suis arrivé, encore particularité, c'est que la sélection de l'arrivée, où il y en avait 50, 60, 70% qui étaient exterminés lors de la première sélection, ça dépendait de la place qu'il y avait dans le camp, ça dépendait du besoin de main-d'œuvre. Je n'en sais rien, je le déduis ça. Quand nous on est arrivés, on est presque tous rentrés dans le camp. Sur les 824, il y a eu 800, alors comme ils avaient déjà sélectionné avant, puisqu'ils avaient pris de 15 à 50 ans. Mais on est rentré 800 dans le camp, hommes et femmes. Les femmes, il y en avait 430. Et sur les 430, il y aura 2 survivantes. Alors, vous êtes avec votre père et votre frère, oui. Vous courez, et là tout de suite, vous n'allez pas dans la chambre à gaz, non. Vous allez quoi? Alors, raconte, on nous fait mettre... On a un travail à vous faire faire, qu'est-ce qui se passe? Alors, on nous fait mettre de côté, on nous fait en rang par 5, on marche quelques kilomètres, 2-3 kilomètres, je ne sais pas exactement, mais quand on est sur place et que les gens vous font visiter, ils vous montrent l'ancienne rampe, la Judenrampe, la rampe des Juifs.
là où notre convoi est arrivé. Et vous voyez, ben, il faut marcher un peu, c'est pas très loin, je vous dis 2-3 km, j'imagine. Et puis on rentre dans le camp, on reçoit l'ordre, on rentre dans une grande espace, une grande salle, on reçoit l'ordre de se déshabiller tout nu. Et c'est là que je vous dis que pour moi c'était un drame, j'étais un gamin de 13 ans. Sur le livre, la photo, c'était peut-être 15 jours avant mon arrestation. Moi j'étais ce gamin-là, timide, pudique, pieux, mettre tout nu, c'était un problème. C'était pas... Et je pouvais enlever ce que j'avais sur le torse, mais enlever ma culotte, on n'imagine pas l'effroi qui vous prend. Vous savez, des fois on se dit plutôt mourir que... Et puis bah, il a fallu le faire, et puis les coups commençaient à pleuvoir sur ceux qui ne se déshabillaient pas assez. Puis il y avait des déportés dont le travail c'était de ramasser les vêtements qui mélangeaient, donc on a compris qu'on ne les reverrait plus. Et puis après, alors là j'ai vu donc mon père obligé de se mettre tout nu devant tout le monde, mon frère pareil. Après il y a une autre équipe de déportés, toujours en tenue de bagnard, qui vient, qui nous tond le crâne et qui nous rase les poils partout. Moi on m'a rasé, j'avais pas le moindre poil, mais bon, je me suis retrouvé comme mon père, mon frère, la boule à zéro, quoi. Et puis après vient une autre équipe et eux ils nous tatouent notre numéro de matricule sur l'avant-bras gauche. Alors moi, j'ai le 51 055 et notre convoi, ce sera le convoi des 51 000. Alors, ce numéro, ce sera mon identité, mais ce numéro, il indique aussi d'autres choses. Pour ceux qui me regardent, et en particulier les chefs, les capots, les chefs de baraque, etc., le numéro, il est signe de la date à laquelle vous êtes arrivé, la période à laquelle vous êtes arrivé. Des Français qui sont arrivés 15 jours avant moi, c'était des résistants, des otages, c'était les 45 000. Donc eux, c'était le convoi des 45 000. 15 jours après, on en est aux 51 000. Donc ça dit aussi combien de gens sont rentrés dans le camp. On ne parle pas des autres. Les autres, ils ne seront pas tatoués, ils ne seront pas immatriculés. Mais ceux qui sont entrés dans le camp, bon, j'ai des copains français qui sont arrivés en septembre, c'était les 65 000. Et il y aura les... J'ai un copain, c'est un 172 000, etc. Puis après, il y aura une série A, une série B. Bon, donc, celui qui regarde mon numéro, le capot, ou ceux qui me donnent un ordre, ou n'importe qui, il sait si je viens d'arriver, ou si je suis là depuis longtemps, ou si je suis là depuis très longtemps. Parce que quand 1 an, 2 ans, 2 ans et demi après, je croise des gens qui voient mon numéro, je suis un très ancien. Parce qu'on ne vit pas longtemps dans ce camp. Vous êtes resté combien de temps? Moi, je suis resté près de 3 ans. Enfin, 33, 34 mois. Vous avez... Du 15 juillet 42 au 16 avril, enfin, je compte la fin quand je suis retourné en France. Je suis arrivé en France le 16 avril 1945. Et pendant cette période, vous avez toujours été avec votre frère et votre père? Ou alors, au bout d'un moment, Alors, j'étais avec mon père et mon frère dans la même baraque, dans le même chalit, parce qu'on avait des lits sur 3 niveaux, dans lesquels on était 5, 6, 7, ça dépendait du remplissage de la baraque. Et je suis resté à peu près 8 jours avec mon père et mon frère. Et vous faisiez quoi? Vous travailliez? Alors, tous les matins, les commandos c'est les groupes de travail, on nous réunissait et avec un capot. Le capot, c'est le chef du commando. Et on sortait... Alors, ça pouvait être un commando qui travaille dans le camp, mais la plupart du temps, on sortait du camp le matin en marchant pas, avec souvent un orchestre qui jouait des marches militaires. On sortait, on allait à quelques distances, 2, 3, 5 km sur un chantier. Et là, on travaillait. Et puis à midi, on s'arrêtait et puis on nous distribuait de la soupe. Chantier de construction de baraquement? Chantier de quoi? Chantier de tout, de construction, puisque le camp dans lequel j'arrive, c'est un tout petit camp. Enfin, un petit camp, je dis petit par rapport à ce qui deviendra. Et les déportés vont construire un camp pour 100 ou 2000 ou 200 000 déportés. Je dis ça, c'est des lectures que j'ai vues bien longtemps après dans les livres. Donc Birkenau, ça deviendra un camp immense. Ce que les gens visitent aujourd'hui,
Ce n'est pas le camp dans lequel je suis arrivé. Le camp dans lequel je suis arrivé, c'est celui qu'on désigne sous le nom de camp des femmes. Mais là, donc, les déportés vont construire, ils vont construire des routes. Moi, j'ai travaillé dans le bâtiment, j'ai travaillé à décharger des briques, à décharger des sacs de ciment, j'ai travaillé à porter des rails pour allonger des voies de chemin de fer, des rails pour pousser des wagonnets qui amènent les produits pour la construction. Donc on travaille. J'ai travaillé le premier travail qu'on nous a fait faire. Alors après nous avoir tondus et tatoués. Alors quand je vous ai montré mon tatouage et que je vous dis que mon identité, ce ne sera plus jamais Henri Borland, ce sera toujours le 51 055. Mais je vous le dis en français, puisque je m'adresse à vous qui êtes français. Mais là-bas, ceux qui nous commandent, le plus souvent, c'est les Allemands. Donc c'est pas ça mon identité, mon nom. Ça devient 51.055. Bon. Mais là-bas, on est en Pologne, il y a beaucoup de Polonais aussi qui commandent. Et pour eux, c'est plus ça. Pour eux, c'est 50, que je vous dise pas de 50 055. Ça, c'est en polonais. Si c'est un Ukrainien, il y a des Ukrainiens là-bas aussi, des Russes, ça devient pas des satadines, nous, pas des satpiat. Tout ça, il faut l'avoir dans le crâne, parce que quand on vous appelle, il faut répondre. Et si vous ne répondez pas, vous vous faites massacrer, vous pouvez vous faire tuer. Et ça suffit pour... Donc, c'est compliqué. Les ordres sont donnés dans la langue de celui qui les donne. Sur les chantiers, c'est souvent des Polonais pour la construction. Oui, parce que ceux qui donnent les ordres sur instruction, enfin sur ordre des Allemands, ce sont des prisonniers également. Ah oui, bien sûr. Les gens ont tendance à imaginer qu'on a toujours des SS sur le dos. Non, nous, on est au contact de nos tueurs qui sont des déportés, qui ont la tenue rayée. Les SS dans le camp, il y en a, bien sûr. Hein. Il y en a qui viennent nous compter quand il y a l'appel, qui viennent pour les sélections. Quand dans le camp on fait une sélection, c'est souvent un médecin SS qui l'a fait. Bon, on suppose que c'est un médecin SS. Bon. Le bureau central du camp, il y a des SS qui viennent pour vérifier, pour donner des ordres, c'est leur boulot. Mais nous, ceux qui nous assassinent au quotidien, ce sont des déportés. Votre père et votre frère? Alors, donc, les 8 premiers jours, je suis avec mon père et mon frère. Au bout d'une huitaine de jours, les jeunes, on les met dans une baraque de jeunes. Donc, je suis séparé de mon père. Je le reverrai encore à chaque fois que ce sera possible. J'irai le chercher pour le voir, pour être avec lui, le soir. Et puis, au bout de quelques semaines, je ne le verrai plus. Quelques semaines, je veux dire peut-être 6 semaines. Enfin, disons que oui, 6 semaines, 1 mois et demi. Et puis, je ne saurais pas. Mais là, je suis avec mon frère. Très vite, j'attrape le typhus. Dans la première ou deuxième semaine, j'attrape le typhus. Parce qu'on était couverts de poux. Mais on avait des poux en quantité. Et les poux, c'est le vecteur du typhus. Typhus, on a plus de 42 fièvres dans les conditions de vie, de travail. Et il ne fallait pas se porter malade. Parce que si on se portait malade et qu'on allait au révire, c'est-à-dire disons à l'hôpital, on nous gardait, quand c'était plein, on nous envoyait à la chambre à gaz. Mais il n'y avait pas de soins, à l'époque où moi je suis arrivé. Donc les anciens nous avaient dit, il ne faut jamais dire qu'on est malade, et même si on est en train de crever, il ne faut surtout pas le dire, parce que c'est vite fait. Donc j'étais avec mon frère, et j'ai survécu, parce que j'avais encore mon frère avec moi. Parce que quand on a des kilomètres à faire le soir pour revenir du travail, s'il n'y a pas un type qui vous soutient là, vous vous écroulez, avec 42 fièvres, la vie qu'on menait là-bas, le manque de nourriture, le manque de soins total. Et surtout qu'on n'était pas habitué à faire des travaux comme ça. Tout ça, c'était affolant. Du matin au soir, on nous criait dessus, on nous faisait courir. On nous avait donné comme chaussures, on appelait ça les plaquettes, les Français, c'était une semelle de bois rigide avec un montant en toile, que ça ne nous tenait pas aux pieds. On avait tous des plaies aux pieds qui s'infectaient. Et courir avec des charges dans la boue, sur les cailloux, on les perdait tout le temps.
Enfin, bon, on n'a pas 3 heures, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, d'autant que j'ai écrit depuis un livre dans lequel il y a plus de détails. Au bout de 2 mois, je commençais à me remettre du typhus. Après le typhus, j'avais eu la dysenterie. La dysenterie, dans un endroit où on n'est pas libre, c'est un drame absolu parce que si on ne peut pas courir aux toilettes quand on a besoin, on souille ses vêtements, on souille son pantalon et à ce moment-là, c'est la déchéance parce que c'est l'humiliation suprême. Même les proches, enfin, je veux dire, les autres déportés qui sont avec vous, il y a une répulsion, puis ça attire l'attention, enfin bref, c'est un cauchemar et je commençais à me sortir de ça. Et à ce moment-là, j'ai été pris, ça faisait 2 mois que j'étais arrivé, et avec d'autres, j'ai été envoyé en convoi pour ailleurs. Et cet ailleurs, alors j'ai été séparé de mon frère, je ne l'ai plus jamais revu, et cet ailleurs, ça a été le camp d'Auschwitz I, où je suis resté 1 an, au bloc 7. C'est loin de l'endroit où vous étiez? 3 kilomètres. Non, c'est la même direction, si vous voulez. Le camp principal, c'est Auschwitz I, celui dans lequel j'arrive 2 mois après. Mais les commandos, le travail, c'est pareil. Sauf qu'à Auschwitz I, c'est propre. C'est des bâtiments en briques, quoi. C'est une ancienne caserne. Mais on tue, on crève de faim. Le travail, on sort pour aller travailler en commando et c'est pareil. Bref, au bout d'1 an, dans ce nouveau camp, je suis pris de nouveau avec d'autres. On m'envoie, on part en convoi, on m'envoie ailleurs. Et cet ailleurs, ça a été un retour à Birkenau, où je suis resté encore 1 an. Alors là, c'est devenu un camp immense. Là, il y a des crématoriums qui fument jour et nuit, qui ont été construits après l'arrivée de mon convoi et qui entreront en fonction au printemps 1943. Des morts, des gens qui avaient autour de moi, pas seulement ma famille, mais les autres, ils disparaissent au fil du temps. Donc, il y a une sorte d'isolement. Bon, on se fait de nouveaux camarades. Fin avril, le 28 avril 1944, les armées soviétiques approchent. Il y a l'évacuation d'une grande partie de ceux qui sont dans le camp qui est décidée. Et à ce moment-là, avec beaucoup d'autres, en particulier beaucoup de mes camarades de l'époque, on se retrouve dans des trains qui nous amènent à proximité de Berlin, au camp de Sachsenhausen, où je reste une 8aine de jours, puis on nous dispatche encore un peu dans d'autres camps, et au bout de 8 jours, on m'envoie avec un certain nombre d'autres de mes copains dans un camp qui est voisin, qui est Oranienburg, qui est une fabrique d'avions, des grands hangars. On reste là encore une 8aine de jours. Toutes les nuits, il y a des alarmes parce qu'il y a des milliers d'avions américains qui vont bombarder Berlin, qui est à, je ne sais pas, peut-être 15 km, j'imagine, enfin à peu près. Et on reste là encore 8-10 jours, et là, on nous envoie dans ce qui sera mon dernier camp, c'est le camp d'Ordruf, dans le Thuringe, Thuringenwald. Le Thuringe, c'est Weimar, Buchenwald. Et nous, on est à 60 km à peu près de Weimar et de Buchenwald. C'est un petit camp, mais c'est un camp, on appelle ça un Strafkommando, c'est-à-dire qu'il y a des gens qu'on punit à Buchenwald, on les envoie dans ce camp d'Ordruf. Il est connu pour ça. Et là, je vais vivre encore 4 mois et demi. Je ne vais pas vous détailler, vous raconter, mais c'est encore... Et là, je suis à nouveau. Je n'ai plus mon numéro. C'est à chaque fois qu'on a changé de camp. Enfin, Auschwitz et Birkenau, c'était les mêmes numéros, parce que c'était le même camp. Et après, il y aura Sachsenhausen et Buchenwald, c'est la même direction. Donc j'aurai un numéro dans ce camp-là. Et quand j'arrive à Ordruf, je reçois un autre numéro qui est le numéro de Buchenwald. Donc dans le dernier camp où j'arrive, là, je suis un tout nouveau. Et être un tout nouveau, quand on est un ancien, ça inspire un peu de considération, de respect pour les tueurs qui sont là et qui tabassent. C'est un peu la loi des prisons,
Mais ça c'est fini puisque je suis un nouveau. Et donc, bref, je raconte dans mon livre que au bout de 3-4 jours de travail, j'ai compris que j'allais crever si je continuais. Et je me suis planqué pour rester dans les toilettes ou dans des endroits quand les commandos se formaient et partaient. Parce que je me disais que j'allais crever au boulot si je continuais. Mais là, on crevait de faim parce que la soupe, elle était distribuée sur le lieu du travail. Donc on n'avait rien à manger. Enfin bref. Donc si vous souhaitez en savoir le plus, vous aurez le livre. Mais bon, à un moment donné, j'aurai la chance avec un autre d'être pris dans le camp. Parce que quand il y avait des chefs d'équipe qui avaient des corvées, des boulots à faire, ils prenaient ceux qui traînaient, là, les crèves-la-faim qui étaient dans le camp, ils passaient et criaient corvée de viande, enfin des choses qui font sortir les affamés de leur trou. On savait que si on était pris pour faire un travail, on aurait une soupe. Donc un jour, le commando, ça a été de transporter les morts à Buchenwald, parce que c'est à Buchenwald qu'il y avait le four crématoire. Une autre fois, c'était autre chose. Une autre fois, c'était d'aller chercher du ravitaillement en ville, la ville d'Ordruf, qui est à 3 km du camp, pour ramener les choses pour la cuisine des SS. C'est comme ça qu'un jour, j'ai fait partie d'une corvée qui est allée chez un boucher allemand dans la ville, où il y avait un prisonnier de guerre français, boucher, qui travaillait pour le boucher allemand, et on avait échangé 3 mots quand il faisait le tour des déportés, puis il murmurait est-ce qu'il y a des Français. Puis quand il est passé près de moi, que j'ai dit je suis français, il m'a dit prends le seau. Alors on a pris un seau, on est rentré, pendant le temps où on était à l'abri des regards, il m'a dit tu sais il n'y a plus pour longtemps, tiens bon, et puis si tu arrives à te sauver, tu peux venir, on te cachera. Et mon patron de boucher allemand, c'était un anti-nazi, tu peux faire confiance. Bref, donc c'était pas plus, mais suffisant pour que quand la fin est arrivée, qu'on a su que les Américains approchaient, que le lendemain on évacuait le camp, on a décidé, je travaillais à ce moment-là avec un copain, un juif polonais qui avait 10 ans de plus que moi, et on a décidé qu'on allait s'évader. On a réfléchi ensemble à ce que, comme on allait s'y prendre, on s'est évadé, et dans la nuit on est descendu en ville et on s'est caché chez le boucher, qui nous a accueillis et qui nous a cachés chez lui, quoi. On est à quelle date, là On est à quelle date, à ce moment-là? On est dans la nuit du 3 au 4 avril 1945. Le lendemain, les Américains rentrent dans la ville. Et on est libre. Et c'est la fin du cauchemar. Oui. Et la première chose qu'on fait, mon copain et moi, dès qu'on sent... On n'est pas sorti tout de suite parce qu'on s'est dit... les armées passent, et après on va se retrouver au milieu des Allemands. Donc on est resté tranquille, parce que lui, c'était un homme réfléchi et prudent. Moi j'étais un gamin, mais lui c'était pas n'importe qui quand même, il l'a montré par la suite. Et donc dès que on a dû laisser passer 24 heures, peut-être, je sais pas de souvenir précis, et quand la première fois on est sorti, on est allé voir les Américains, et on leur a raconté ce que je vous raconte en ce moment. Et on a trouvé deux avec lesquels on pouvait échanger. Ils parlaient l'allemand. Et on les a tellement saoulés de paroles. On était tellement excités tous les deux qu'à un moment, on a vu qu'ils nous regardaient, prenaient pour des cinglés. On leur a dit, si vous voulez, on va vous montrer. C'est pas loin, c'est à 3 km. Ils ont dit oui. Ils nous ont pris dans leur jeep, les deux soldats américains. On a grimpé l'avant, on est arrivé devant le camp, il y avait les portails qui étaient ouverts, sur la place d'appel, il y avait plein de morts. Ils ont vu tout ça, ils ont regardé, on les avait exécutés d'une balle dans la tête, ceux qui n'étaient pas en état de marcher pour évacuer à pied. À l'odeur, ils ont découvert les charniers où les morts étaient entassés, bien rangés les uns sur les autres. Ils pourrissaient déjà parce que les derniers temps, la désorganisation, c'était qu'on n'avait plus de camions pour amener les morts à Buchenwald.
on n'a plus besoin de leur raconter. Ils ont prévenu l'état-major et quelques jours après, le général Eisenhower en personne, accompagné du général Patton et du général Bradley, sont venus dans mon petit camp d'Ordroof. Ils ont vu tous les morts. Quand ils se déplaçaient, ils étaient suivis de des correspondants de guerre, des caméras, des photographes, des journalistes, bref. Et donc ils ont vu tout ça, les photos ont fait le tour du monde. C'était le premier contact des Alliés avec franco-anglo-américains. Je ne parle pas des Russes, puisque les Russes, ils avaient déjà découvert Auschwitz en janvier. Mais là, on était en début avril. Et donc, voyant tout ça, il a fait des déclarations qui ont été reprises partout. Il a dit, entre autres, maintenant nos boys, ils sauront pourquoi ils se battent. Parce qu'il y avait des micros, il y avait des trucs. Donc, c'était quand même le grand chef. Hein. Et il a dit aussi, il a décidé de ce qu'on appellera la pédagogie de l'horreur. Il obligera les Allemands, les notables en particulier, dans les villes où il y a des camps, à venir pour être là où il y avait les fosses avec tous les morts, pour qu'on les photographie, qu'on les filme, et qu'on puisse jamais dire c'est pas vrai, c'est de la propagande, ça n'a pas existé. Donc ça a été fait après. On a obligé ces notables, les hommes, les femmes, qui comptaient dans chaque patelin, à prendre les morts, à les traîner, à les enterrer. Voilà, donc on était libres, et puis on avait été, mon copain et moi, la mouche du coche de cet événement. Et sur la photo que tous les historiens connaissent et qui est partout, on voit le général Eisenhower devant les morts. À côté du général, on voit un type qui est chauve, et c'est bon comme pain Henri Ehrenberg qui est là. Vous l'avez revu après? Je l'ai revu 46 ans plus tard. Quand il y a eu la chute du mur, il faut dire que mon épouse, que vous avez vue tout à l'heure en arrivant, quand je l'ai connue, je venais de m'installer médecin, boulevard Richard Noir, au 109, juste en face, là. Et bon, je me débrouillais tout seul, et j'employais des jeunes filles au père qui venaient quelques heures l'après-midi pendant que j'avais ma consultation pour ouvrir la porte. Et un jour, un de mes copains, un étudiant anglais qui fréquentait l'Alliance française, avait une de ses amies qui était une jeune Allemande, qui était malade. Elle avait passé 18 mois en Angleterre pour apprendre l'anglais, et puis elle était venue en France pour apprendre le français. Et elle toussait, elle n'était pas bien, elle n'avait pas d'argent. Et il lui a dit, moi j'ai un copain médecin qui parle allemand, et puis il est sympa, et puis il ne te fera pas payer, et puis il te donnera des médicaments, tu sais, ils ont toujours des échantillons, enfin bref. Il me l'a amené là, au 109 boulevard Richard Lenoir, à mon cabinet, je l'ai soigné comme bon, et puis un jour, quelques temps plus tard, elle a appris que je cherchais quelqu'un pour travailler quelques heures chez moi, donc elle avait un souvenir plutôt favorable, disons, et puis elle est venue, et puis vous voyez, on est 50 ans plus tard, voilà, donc on s'est mariés, on a eu ensemble des enfants, des petits-enfants, et donc ça se passait en 1959-1960, donc nous, on avait fait notre Europe franco-allemande avec un peu d'avance sur les événements politiques. Et votre ami polonais? Mon ami, alors oui, ah oui, oui, oui. Donc c'est parce que ma femme était allemande qu'elle est venue française par le mariage. Et puis elle est venue, ma femme, parce qu'il s'est avéré qu'elle m'a raconté que quand elle était fille au père en Angleterre, elle était dans une famille juive, et là-bas, un jour, le chef de famille, où ils avaient un long trajet en voiture à faire tous les deux, il lui a raconté ce qu'était la Shoah, et qu'elle a décidé qu'elle ne vivrait plus en Allemagne,
Et donc, quand elle a retrouvé ses parents à son retour d'Angleterre et qu'elle a parlé de ça avec eux, son père, il a dit, c'est le passé, on n'en parle plus. Sa mère a fondu en larmes. Et elle a décidé de... Bon, elle a quitté l'Allemagne, elle est venue en France pour apprendre le français. Elle a bien fait de venir, puisque... Voilà, donc, quand elle venait de l'Allemagne de l'Est, parce que ils étaient des Allemands de l'Est. Elle était, à l'époque où moi j'étais à Ohrdruf, elle était à peut-être 40 km, elle était petite fille, elle vivait là-bas. Et ses grands-parents avaient une usine de textile là-bas. Et donc, ils ont fui quand le Thuringe a été cédé par les Alliés aux Russes, pour que les Russes leur cèdent une partie de Berlin. Il y a eu des négociations qui sont faites. Donc, le Thuringe a été libéré, a été occupé par les Américains, mais il a été recédé aux Russes et c'est devenu par la suite l'Allemagne de l'Est. Donc, elle a grandi jusqu'à l'âge de 5 ans, elle est née en 40, sous le régime nazi. De 50 à 60, qu'est-ce que je raconte? De 45 à 50 sous le régime communiste, et ils ont fui le communisme comme beaucoup d'Allemands de l'Est. Ils sont venus à l'Ouest, et donc c'est pour vous dire qu'elle avait des origines dans l'Allemagne de l'Est, et elle avait une grand-mère qui a vécu là-bas et qui a passé le restant de sa vie là-bas, sa grand-mère maternelle. Donc ces attaches qu'elle avait, ses souvenirs d'enfance, et moi, le camp dont je m'étais évadé, ce boucher allemand qui m'avait caché, etc. Un jour, elle m'a dit « j'aimerais bien aller là-bas ». Et quand le mur est tombé, un jour on était chez ses parents près de Francfort, on a pris la voiture et on est allé dans l'ex-Allemagne de l'Est, et on est allé dans la ville d'Ohrdruf, et là j'ai essayé de retrouver la boucherie où j'avais été caché, et on l'a retrouvée, parce qu'il y avait encore, c'est plus une boucherie, j'ai les photos que je peux vous montrer, et c'était plus une boucherie, c'était un magasin de chaussures, il y a marqué sur la vitrine, Schuhladen. Mais en haut, il y avait toujours en relief, avec la mosaïque et le nom de Walter Grohl écrit. Donc j'ai retrouvé l'endroit, je me suis photographié par ma femme avec la boutique derrière, et une femme qui était à sa fenêtre dans la rue au premier étage et qui regardait, je suis allé lui demander ce qu'était devenu le boucher. Elle m'a dit, lui, il est mort déjà depuis un certain temps, on était en 92, mais il a une fille, il y avait 3 filles, mais il y en a une qui vit encore là, qui a épousé le docteur Intel, etc. Donc on est allé et on a retrouvé une fille qui nous a raconté un peu comment ça s'était passé, et qui nous a dit, vous savez, votre copain, il est toujours en Allemagne, et elle m'a dit en allemand, er ist steinreich geworden, il est devenu riche, enfin bref, très riche. Je traduis pas parce que steinreich, ça veut dire riche comme les pierres. Ça. Bon, donc il est devenu très riche, et puis quand il a été très généreux avec mon père, la première Mercedes qu'il y a eu dans la ville d'Ohrdruf, c'est lui qui en a fait cadeau à mon père pour le remercier de nous avoir cachés. Et puis il a pris un de mes neveux à l'ouest, il a payé ses études, enfin bref, voilà. Donc ils étaient restés en contact. Elle me dit, et quand ma mère est décédée il y a 3 ans, il nous a envoyé une lettre de condoléances, et elle dit, je vais vous chercher son adresse. Et elle me mène l'enveloppe, et sur l'enveloppe, c'était, vous savez, le beau papier à lettres avec son nom et son adresse un peu en lettres dorées. Enfin, je regarde ça. Et je lis son adresse. Je lis sénateur Henri Ehrenberg. Il habite 3 places Henri Ehrenberg à Knittlingen dans le Bade-Württemberg. Je me dis, mon cochon, oh, sénateur. Bon, bref, finalement, c'était sénateur honoris causa. C'était une distinction. Il n'était pas sénateur comme nos sénateurs ici. Mais bon,
il y avait une place qui portait son nom. Alors, on a téléphoné tout de suite, en rentrant de nouveau chez mes beaux-parents. Et puis, on a pris rendez-vous, on est allé le voir. Et voilà, on s'est vu. Et je lui ai amené cette photo que je vous montrerai tout à l'heure, où on le voit avec Eisenhower. Je me suis dit, puisque je vais le voir. Et donc, il ne la connaissait pas, cette photo. Bon, voilà. Et on y est retourné une deuxième fois. C'est-à-dire, la première fois, on y est allé, et puis après, à l'occasion d'un séjour de nouveau chez mes beaux-parents, on avait pris rendez-vous. C'est les 2 fois où je l'ai vu. J'ai une dernière question. Là, vous avez accepté, vous avez raconté ça. Très prégnant. Ouais. Pourquoi, dans quel but vous acceptez toujours de parler de cette période, de parler de ce que vous avez vécu? À nous, aux jeunes que vous rencontrez? Alors, la première chose que j'ai à dire, c'est que c'est parce qu'on me le demande. Les témoins de la Shoah, en tout cas en France, on ne va jamais frapper aux portes. Jamais. Et tant qu'on ne nous a rien demandé, on n'a rien dit. Et les gens disent quelquefois, ils ne voulaient pas parler. Ce n'est pas vrai. Nous, entre nous, on se voyait entre anciens déportés. Moi, tous les week-ends, je voyais mes copains. Donc, on parle parce qu'on nous le demande. Bon, alors bien sûr, il y a d'autres raisons qui font qu'on accepte de répondre à la demande. Bon, c'est parce qu'on veut que ça se sache. C'est un drame qui s'agitait au drame d'être des esclaves et de mourir dans des conditions épouvantables. C'est le fait que ça ne se saurait jamais, parce que ça ne laissait pas de traces. Et eux, ils effaçaient les traces, les Allemands. Puis on était dans un coin du monde où il n'y avait personne. Bon, et la fumée et les cendres, ça se disperse. C'est pas... Donc, ils avaient tout fait pour effacer une population innocente, et ils ne seraient pas punis, et ça ne se saurait pas. Donc, mourir avec cette idée que les criminels, ils échapperaient aux conséquences de leurs méfaits, c'est quelque chose d'insupportable. C'est pour ça que la première des choses qu'on a fait quand on a été libre, c'était d'aller parler. D'aller parler à nos libérateurs. Et après, on ne nous a rien demandé. Et les gens n'ont pas manifesté de curiosité. Alors, dans les familles, dans ma famille en tout cas, ils étaient incapables de me poser des questions. L'idée d'en entendre parler, ça les terrorisait. Pendant les 60 ans qui ont suivi, mes frères et sœurs, ils me l'ont dit après, dès qu'il était question de ça, ils zappaient, parce que pour eux, c'était insupportable. Moi, je ne suis pas passé outre. Je savais que s'ils ne m'en parlaient pas, c'est qu'ils ne pouvaient pas m'en parler. Encore que je me disais, ça viendra un jour. Ben, c'est pas venu. Et pour les autres gens, tant qu'on ne nous le demandait pas. Et puis c'est pas... Il faut comprendre aussi que ça ne se passe pas comme ça dans la vie. Dans la vie, imaginez que je vous ai croisé quelque part, vous, qui êtes là avec caméra et micro, je vous aurais tiré sur le manche, comme ça, en vous disant, vous savez, je vais vous raconter des histoires horribles. Il y en a qui ont fait cette tentative. J'avais écrit pour un bouquin, on m'avait demandé d'écrire un texte sur le témoignage. Le thème, c'était « Pourquoi témoigner? Comment témoigner ?» Et je disais qu'une fois, lors d'une réunion d'anciens déportés, il y avait celle qui prenait la parole, c'était une psychologue, psychanalyste, qui a écrit depuis. Elle disait... j'ai une femme qui me racontait, puisque je recevais les confidences d'anciennes déportées, elle disait, quand je suis en famille ou entre amis à table, autour de la table, et que je commence à raconter ma vie, parce que, bon, où on voit mon tatouage et on me pose une question, et que je commence à parler de ma déportation, il y a tout de suite quelqu'un pour me dire, Sarah, passe-moi le sel.
et on parle d'autre chose. Donc, c'est dire qu'il n'y avait pas d'écoute. Simone Veil a dit la même chose, je la cite parce que tout le monde la connaît, et qu'elle ne s'est jamais privée de parler quand on lui tendait un micro, qu'on lui donnait la parole. Donc, voilà, on n'était pas... tout le monde avait souffert quand on est rentré, tout le monde avait eu faim. Tout le monde avait des choses à nous raconter. Donc, nous, on a écouté les discours des autres, mais ça s'est passé comme ça. Et puis, il y avait l'État, il y avait les notables, il y avait toute la France, tous ceux qui en France avaient participé à la collaboration. Je dis, il y a eu un procès Papon, mais dans tous les départements, il y avait des procès, il y avait des préfets Papon. Donc, tous ceux qui diraient, les juges, les commissaires, les policiers et tout ça, c'était des fonctionnaires à Angers, sur le 8e convoi, tout ce que vous trouverez, ça a été minutieusement noté, tout, et le professeur Alain Jacobson a fait un travail extraordinaire, et il a retrouvé tout ça. On voit bien que tout ce qui a facilité la déportation des Juifs en France, il y a des fonctionnaires très scrupuleux qui ont tout noté comme s'il s'agissait de n'importe quoi. Or, c'était des condamnations à mort. Voilà, donc on parle pour faire savoir ce qui s'est passé, parce que c'est aussi un devoir de citoyen. Quand on assiste dans un pays de droit à un crime, on a le devoir de témoigner. Nous, on témoigne, et puis on témoigne aussi parce qu'on a coutume de dire qu'un homme averti en vaut deux. Il faut savoir que ça a eu lieu, que ce qui a eu lieu peut se reproduire. Et encore une fois, j'ai l'habitude de dire que la Shoah n'a pas vacciné le monde, que même, on avait dit plus jamais ça quand on est rentré de déportation, ça se disait. C'était souvent un titre d'article dans les journaux, etc. En fait, le plus jamais ça, il y a eu, si, au Cambodge, il y a eu au Rwanda, il y a eu des crimes de masse en Afrique. On entend toujours parler de crimes de masse. Donc, je crois que c'est indispensable de connaître l'histoire pour pouvoir gérer son avenir, et que pour nous, c'est un devoir. Moi, un jour, la première fois où j'ai accepté d'accompagner des gens qui allaient à Auschwitz en pèlerinage, c'était un groupe de scolaires, et celui qui les accompagnait, c'était le grand historien Serge Klarsfeld, et que moi, je m'étais juré de jamais y remettre les pieds, parce que j'avais la trouille d'y aller, ça m'était insupportable, je disais non à chaque fois qu'on me demandait. Le jour où c'est lui qui me l'a demandé, parce que j'ai été intimidé par le personnage, j'ai pas osé dire non, et que quand il m'a présenté aux élèves, c'était des élèves de la région Rhône-Alpes, donc à l'aéroport de Lyon-Satolas, il m'a présenté, il a dit voilà, Henri Borland, je vous présente, il avait l'âge que vous avez, vous, élève de 3e, il avait 15 ans, quand on l'a arrêté le 15 juillet 1942, qu'on l'a déporté à Auschwitz, et en 1942, il y a 6000 enfants juifs de moins de 16 ans qui ont été arrêtés et déportés, et sur les 6000, c'est le seul survivant. Donc, quand vous entendez ça, c'est difficile de vous taire, parce que ce n'est pas eux qui pourront... Donc, il y a cette pression, ce devoir, il y a si peu de revenants, puisque nous, on a eu la chance de retrouver la liberté. C'est quand même le moins qu'on puisse faire, de parler, de dénoncer, de raconter, et en espérant que ça mobilisera les gens contre le retour du racisme, de la xénophobie et de l'antisémitisme. Et on sait bien que si on ne travaille pas là-dessus, il a fallu attendre juillet 1996 pour que le président de la République française, Jacques Chirac, reconnaisse la responsabilité de l'État français dans l'arrestation et l'extermination des Juifs de France. Donc voilà, moi je pense que c'est difficile à faire, mais je n'ai pas le droit de dire non, et
Et puis on est de moins en moins nombreux, on n'était déjà pas nombreux, on est de moins en moins nombreux, donc quand on me demande, je réponds. Et puis j'ai écrit un livre. J'ai attendu longtemps pour le faire parce que je ne suis pas écrivain, mais sentant que les années passaient et que je risquais de ne plus avoir suffisamment de mémoire, une mémoire suffisamment précise, je me suis décidé à écrire et depuis, depuis, mes frères et sœurs ont lu. C'est étrange, mais ils ont pu lire et je crois que quelque part, c'était bien aussi pour eux.